Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères pour la suite du cours de l'hydrocéphalie. C'est la deuxième partie. Dans la première partie, on a abordé de la physiologie, de la physiopathologie. Dans cette partie-là, on va voir de la clinique, du tableau clinique chez le fœtus, chez le nourrisson, chez l'enfant et même chez l'adulte, avec les différents types de l'hydrocéphalie. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochains cours dans ce module et de prochains modules, Inch'Allah. Je vous demande le maximum de partage, le maximum de j'aime afin que ces vidéos arrivent à vos camarades. Donc, commençons premièrement par les deux types de l'hydrocéphalie. On a de l'hydrocéphalie qui est aiguë et de l'hydrocéphalie qui est chronique, ou bien appelée l'hydrocéphalie à pression normale. Premièrement, l'hydrocéphalie aiguë. Là, la cause, la majoritaire cause, c'est ou bien un obstacle de la circulation, ou bien un obstacle de résorption du SCS. C'est rarement un mécanisme d'hypersécrétion du SCS. C'est exceptionnel. Les deux causes qu'on les retrouve fréquemment dans l'hydrocéphalie aiguë, c'est ou bien un obstacle de la circulation du SCS, ou bien de troubles de résorption au niveau veineux. Donc, lorsqu'il s'agit d'un obstacle des voies de circulation, l'exemple le plus fréquent, c'est la sténose de l'aqueduc du Sylvius. Ça, on l'appelle, on est en train de répéter, c'est de l'hydrocéphalie obstructive ou bien non communicante. Non communicante veut dire que la dilatation n'intéresse alors qu'une partie du système ventriculaire. Et lorsqu'il s'agit d'un trouble de résorption du SCS, là, l'hydrocéphalie va compliquer. L'hydrocéphalie est une complication, par exemple, d'une méningite ou bien d'une hémorragie méningique. Là, il n'y a pas un obstacle. C'est l'augmentation du volume ou bien la capacité de la résorption du SCS. Là, on l'appelle l'hydrocéphalie qui est dite communicante. Donc, la dilatation intéresse toutes les cavités ventriculaires, les espaces sous-arachnoïdiens. Et dans ce cas, c'est un déséquilibre entre le SCS produit et le SCS qui est résorbé, qui va entraîner l'augmentation de la pression intracrânienne ou dilatation ventriculaire. Donc, dans le premier mécanisme qui est un obstacle, on l'a déjà appelé de l'hydrocéphalie obstructive, la non communicante. L'exemple le plus fréquent, c'est l'hydrocéphalie tétraventriculaire à cause de la sténose de l'aqueduc du Sylvius. Donc, c'est l'aqueduc du Sylvius qui est sténosé. Donc, c'est les deux ventricules latéraux plus le troisième ventricule qui vont être dilatés. Ça, on l'appelle la ventricule ou bien l'hydrocéphalie triventriculaire. Ou bien dans le deuxième cas, c'est l'hydrocéphalie, c'est l'hydrocéphalie communicante. C'est là où il n'existe pas un obstacle. C'est l'exemple de méningite ou bien d'hémorragie méningique. Ça, c'est l'hydrocéphalie qui est dite communicante. Donc, ça, c'était en généralement l'hydrocéphalie qui est aiguë. Gardez-vous en tête que la cause peut être un obstacle ou bien un trouble de résorption du SCS. Et on parlera d'hydrocéphalie obstructive non communicante ou bien d'hydrocéphalie dite communicante. Tout ce qui est en rouge sont des points forts et vous devez les retenir. Deuxièmement, on va parler de la notion de l'hydrocéphalie chronique chez l'adulte ou l'hydrocéphalie à pression normale. Cette notion d'hydrocéphalie à pression normale a été introduite en 1965 par les travaux d'Adams et de Hakim. Il a été proposé de parler d'hydrocéphalie chronique de l'adulte, c'est de l'HCA, plutôt que l'hydrocéphalie à pression normale, l'HPN. Donc, deux entités doivent être distinguées. On doit distinguer les hydrocéphalies chroniques dites secondaires à une affection. Donc, il existe une cause qui a mené à cette hydrocéphalie chronique ou bien l'hydrocéphalie chronique idiopathique. Là, on n'a pas de cause, on l'appelle l'hydrocéphalie idiopathique. On est en train de parler de l'hydrocéphalie chronique de l'adulte. Il existe deux.
l'hydrocéphalie chronique secondaire, l'hydrocéphalie chronique parfois qui est idiopathique. Donc, c'était quelques points forts selon les deux types de l'hydrocéphalie, l'aiguë et l'hydrocéphalie chronique. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer au tableau clinique. Il existe trois tableaux. C'est de l'hydrocéphalie chez le nourrisson, l'hydrocéphalie chez l'enfant, l'hydrocéphalie chez l'adulte. Ce sont les trois tableaux cliniques qu'on va retrouver dans la pathologie. Commençons premièrement par l'hydrocéphalie du nourrisson. Notez bien, il existe deux types de cette hydrocéphalie. On a de l'hydrocéphalie anténatale et de l'hydrocéphalie qui est néonatale. Anté veut dire avant, néonatal c'est au moment de la naissance. Premièrement, par de l'hydrocéphalie anténatale, le diagnostic est facile. Il repose devant la notion de ventriculomégalie. Ventricule, c'est le ventricule. Mégalie veut dire grand ou bien géant. Là, vous voyez que les ventricules sont de grande taille, sont augmentés de volume par rapport à la normalité. Là, on va poser le diagnostic de hydrocéphalie anténatale avant que ce patient se naisse. Sa fréquence est estimée de 1 à 10 000 grossesses lorsque cette ventriculomégalie n'est associée à aucune anomalie visible, elle est dite isolée. Et par contre, si elle est associée à une ou plusieurs lésions malformatives, elle est dite malheureusement compliquée et c'est plus grave. Donc le diagnostic, il repose bien sûr, comme indiqué là, sur l'échographie qui est dite diagnostic. Donc l'échographie, c'est un examen de dépistage et même de diagnostic concernant l'hydrocéphalie. Donc elle se fait au plus tard 2 semaines après l'examen de dépistage et après la 22e semaine de développement intra-utérine, l'échographie va nous permettre une biométrie fœtale. C'est la mesure du diamètre bipariétal et du périmètre céphalique. Et elle peut aussi nous permettre en outre de retrouver d'éventuelles lésions associées ou la cause de cette ventriculomégalie aussi. Donc elle est réalisée ensuite tous les 15 jours dans le cadre de surveillance de la dilatation ventriculaire. Donc l'examen clé dans la détection de l'hydrocéphalie anténatale, c'est de l'échographie, c'est l'examen de dépistage, l'examen de diagnostic, l'examen de surveillance et elle peut nous donner les mesures ou bien les biométries, la biométrie de l'enfant ou bien du fœtus. Donc, l'examen diagnostique dans les cas anténatals, gardez-vous en tête, c'est de l'échographie qui va nous montrer cette notion de ventriculomégalie. J'espère que c'est clair. Un deuxième examen paraclinique, c'est de l'IRM fœtal. Ça va nous permettre de rechercher la cause de cette ventriculomégalie au-delà de 30e semaine du développement intra-utérine. Si on veut faire des bilans d'extension, donc les bilans biologiques peuvent être un karyotype et des analyses biologiques moléculaires obtenues après une amniosynthèse. Amniosynthèse, c'est la collection ou bien prendre un échantillon du liquide amniotique ou bien par un prélèvement sanguin qui est maternel ou bien fœtal qui nous permet ces bilans biologiques du karyotype et de l'analyse de biologie moléculaire. Donc c'est facile, le diagnostic c'est de l'échographie. L'IRM fœtal va rechercher la cause ou bien l'étiologie fréquente à partir de la 30e semaine et le bilan biologique c'est le karyotype, c'est de la biologie moléculaire après une amniosynthèse ou un prélèvement fœtal ou bien maternel. Sanguin, bien sûr. Le pronostic de cette ventriculomégalie est en fonction du terme de la grossesse, de la taille des ventricules et de l'évolutivité de la ventriculomégalie et de l'existence ou non de lésions qui sont associées. Donc, si la ventriculomégalie
est de petite taille à un stade qui est tardif de la grossesse et d'évolution qui est pas rapide ou bien pas gigantesque, ou bien gigantique. Là, on peut parler d'un diagnostic qui est favorable ou bien d'un pronostic qui est probablement favorable, mais si elle est associée à d'autres anomalies, d'autres déformations, à d'autres lésions malformatives, là, probablement le diagnostic va être ou bien le pronostic va être défavorable. Donc ça, c'était l'hydrocéphalie chez le nourrisson en quelques points forts. Deuxièmement, l'hydrocéphalie néonatale. Elle survient dès la naissance. Donc en France, elle représenterait 5,2 cas pour 100 000 naissances avec une fréquence élevée lors de prématurité. Donc, c'est le terrain de prématurité. Dans la clinique, on va avoir une macrocranie de grosse tête, un gros crâne. Elle fait suite la plupart du temps à une hémorragie intracrânienne, malheureusement, surtout ventriculaire. Donc, le diagnostic de l'hémorragie intracrânienne repose sur l'échographie. L'IRM cérébral doit précéder toute décision de traitement chirurgical, ça c'est important. C'est l'IRM cérébral qui va donner le diagnostic de certitude ou bien la décision du traitement chirurgical. Malheureusement, la mortalité est importante et les séquelles sont fréquentes dans ces cas de céphalie néonatale. Donc ça, c'est de la macrocranie et il existe plus souvent des hémorragies intracrâniennes. C'est de l'échographie qui fait le diagnostic. L'IRM doit être faite de façon systématique avant le traitement chirurgical. La mortalité est très importante, malheureusement, dans ces cas-là. Donc ça, c'était les tableaux cliniques de l'hydrocéphalie chez le fœtus ou bien chez le nourrisson. Malheureusement, l'évolution, vous voyez qu'elle est, malheureusement, dans plusieurs des cas, on a vu de taux de mortalité et des séquelles qui est fréquent. Maintenant, cette hydrocéphalie, elle peut se développer sans entraîner une HCC aiguë. Pourquoi? Parce que le nouveau-né, les sutures de la fontanelle ne sont pas suturées encore. On va voir ça dans le prochain cours qui est les craniosténoses. On va voir des notions de suture et de sutures qui vont être fusionnées ou bien suturées. Donc là, les sutures, ou bien les fontanelles sont pas fermées. Il peut s'agir de l'expansion sans avoir d'une HIC. Donc ces symptômes vont apparaître progressivement. Donc, pourquoi? Parce que le crâne va s'adapter à cette cette augmentation du volume du SCS. Donc les caractéristiques sont des macrocéphalies et les modifications du comportement, les périmètres crâniens au-dessus de 2 dérivations standards par rapport à la normalité sur les abacs du carnet de santé. Donc, on va voir de la macrocranie. C'est un crâne qui est augmenté de volume là. Là, c'est du macrocranie. Ce nouveau-né a une grosse tête. La tension ventrale doit être augmentée. Ça, vous devez le retenir, ce tableau clinique. On a de la macrocéphalie. C'est l'augmentation de la tension des fontanelles. On va avoir un bombement de la fontanelle, surtout antérieure, qui ne se laisse plus déprimer spontanément. Et lors de certaines postures, l'enfant va être calmé en orthostatisme. Donc, on va noter dans le deuxième plan un bombement de la fontanelle antérieure après la macrocéphalie, une disjonction des sutures qui peut être visible et palpable. Le scalp c'est le tégument cutané de la tête. Donc le scalp va amincir à cause de la traction qui va s'exercer sur lui à cause de cette augmentation de volume. On va noter un strabisme convergent, c'est la paralysie du sixième nerf.
Pourquoi? Parce qu'il a un trajet qui est long, il est lésé dans les hémorragies et probablement lésé dans les hémorragies et les hydrocéphalées et les processus expansifs. C'est le strabisme convergent. On a de la circulation veineuse collatérale qui est bien visible, comme illustré là. C'est la circulation veineuse collatérale. La peau elle est fine et luisante. Parfois, on a de la paralysie de l'élévation du regard. Ça, on l'appelle le regard en coucher de soleil. Les yeux vont simuler l'aspect du coucher de soleil. Ça, vous devez retenir. Devant l'hydrocéphalie, on a cet aspect pathognomonique qui est le coucher des soleils. Il va associer à des rétractions des paupières supérieures. Donc, et par ailleurs, il s'agit d'une paralysie bilatérale du nerf abducens. Donc, en récapitulant, c'est de la macrocranie, c'est la disjonction du suture, l'augmentation de la tension des fontanelles ou bien le bombement. C'est le scalp qui va être aminci, le strabisme convergent à la paralysie du sixième nerf. Bien sûr, c'est la circulation veineuse collatérale et l'aspect pathognomonique du coucher, des yeux en coucher de soleil. Au stade plus évolué, un œdème papillaire, une atrophie optique, ça va manifester des lésions oculaires. Elle est visible au fond d'œil. Elles peuvent malheureusement évoluer vers une cécité. Donc, le tableau clinique de l'hydrocéphalie chez le nourrisson. Ce nourrisson-là va garder des séquelles. C'est de la tête osseuse. Il va subir de macrocranie, d'une tension fontanelle qui va être augmentée, des lésions nerveuses du sixième nerf, l'aspect en coucher de soleil et même peuvent évoluer malheureusement jusqu'à une cécité. Les troubles de comportement sont secondaires à la souffrance cérébrale et qui est responsable d'un retard psychomoteur chez le nouveau-né et le nourrisson. Donc ces symptômes peuvent associer une atteinte de l'état général qui est liée au vomissement répété, entraînant un fléchissement rapide de la courbe pondérale. Le nourrisson va perdre du poids. L'apathie et l'irritabilité sont des signes neurologiques. L'enfant est souvent en pleurs et son tonus axial au début il va être diminué. Donc, se trouve rapidement renforcé par une hyper-extension des membres inférieurs et des pieds que l'on appelle le varus équin. Et comme on a dit précédemment, il peuvent exister de l'association d'autres malformations somatiques. C'est la myélo-méningocèle, la spina bifida, c'est de l'encéphalo-méningocèle, c'est la fente palatine, la malformation des membres, la malformation oculaire ou bien cardiaque qui peuvent exister dans ce tableau clinique. Là, c'est le tableau clinique. Ça, c'est de la macrocranie ou bien la macrocéphalie. Là, on est en train de mesurer le périmètre crânien. Ça va être augmenté chez ces nouveau-nés là, malheureusement. Et les séquelles qu'on a déjà parlé vont apparaître avec le temps, car c'est une lésion qui est, je répète, progressive. Donc, ça, c'était le tableau clinique chez le nourrisson. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer chez l'enfant. Deuxièmement, le tableau clinique chez l'enfant. Donc, au-delà du 30 mois, les sutures et les fontanelles vont se fermer. C'est le contraire du premier cas où les fontanelles étaient non fermées. Cette fois-là, c'était ouvert. L'hydrocéphalie, elle est responsable d'une HIC rapidement qui se traduit par la symptomatologie. Elle est proche à celle de l'adulte. Quelle est la symptomatologie de l'HIC? On a vu ça. C'est les céphalées, les vomissements, la somnolence, la diplopie et bien sûr le strabisme convergent qui témoigne la lésion du sixième nerf. Donc, chez l'enfant, elle est accompagnée, ça vous devez noter, avec une hypertension intracrânienne. Maintenant là, le diagnostic malheureusement est plus difficile à celui de la forme d'apparition lente. Pourquoi?
Souvent, il est lié à une sténose de l'aqueduc du service, plus ou moins qui est compensée là. Le tableau clinique va comprendre un enfant qui est lent, un enfant qui est maladroit, parfois il a des céphalgies, des difficultés scolaires nécessitant une orientation et une prise en charge psychologique. Les examens complémentaires mettent en évidence une dilatation ventriculaire majeure qui est accessible par un traitement qui est la ventriculo-cysternostomie. Ça, on va détailler dans le traitement chirurgical. Là, c'est l'indication chirurgicale, c'est la ventriculo-cysternostomie. On va voir ce terme-là dans le traitement. Donc, c'est le deuxième cas. Chez l'enfant, c'était le tableau clinique. Troisième et dernièrement, chez l'adulte, on a deux cas, soit de l'hydrocéphalie aiguë, soit de l'hydrocéphalie qui est chronique. Donc, premièrement, l'hydrocéphalie qui est aiguë, ça, c'est une urgence thérapeutique. On a rapidement le syndrome de l'HTIC. Pourquoi la boîte crânienne chez l'adulte, elle est inextensible. Donc, la clinique, c'est de la céphalée en casque qui est prédominante le matin ou bien en fin de nuit et soulagée par le vomissement. Ça, c'est le tableau de l'HIC. Les nausées, les vomissements angés, les troubles de la conscience, parfois même coma, des troubles oculomoteurs avec une diplopie et baisse de l'acuité visuelle. Je répète, ça nous fait appel au cours de l'hypertension intracrânienne. Je vous invite à le consulter, il est dans la playlist. Ça, c'était le cas aigu. C'est une urgence thérapeutique. C'est de l'HIC avec ses conséquences. On a les bien détaillés dans le cours de l'hypertension intracrânienne. Deuxièmement, l'hydrocéphalie chronique. Trois signes, c'est la triade de Hakim. Donc, c'est les troubles des fonctions supérieures avec des troubles de la mémoire le plus souvent, des troubles de la marche, c'est la marche à petits pas, et des troubles sphinctériens, c'est l'incontinence d'installation progressive en quelques semaines ou bien quelques mois. Donc c'est facile dans l'hydrocéphalie chronique, c'est la triade de Hakim, c'est les troubles des fonctions supérieures, c'est les troubles de mémoire, c'est la marche à petits pas, avec des troubles sphinctériens, c'est la continence d'installation progressive. Donc, chez l'adulte, elle peut se manifester de façon aiguë ou bien de façon chronique. Les deux diagnostics sont faciles. Le premier a un tableau d'hypertension intracrânienne. Le deuxième, c'est la triade de Hakim. Passons maintenant au bilan paraclinique. Le diagnostic, il est posé. C'est bon, on a de l'hydrocéphalie. Donc, quel est le bilan paraclinique qu'on doit le prescrire? Donc, le bilan contient 4 éléments. Premièrement, c'est la radiographie standard du crâne. C'est, ou bien, deuxièmement, c'est de l'échographie transfontanelle. Elle a un rôle très important chez le fœtus ou bien chez le nouveau-né. Pourquoi? Parce que les sutures n'ont pas été fermées encore. Troisièmement, c'est de la TDM. Et quatrièmement, c'est l'IRM. On peut prescrire tous ces examens paracliniques là et on va les détailler. Donc la radiographie du crâne, ça va nous montrer une macrocranie. Donc ça, il est très apparent, ça c'est du macrocranie. Ce nouveau-né-là, il a une tête qui est grande. C'est la disjonction des sutures. On va noter que les sutures sont séparées. Il existe du vide entre les sutures. Et troisièmement, c'est l'empreinte digitiforme. C'est quoi l'empreinte digitiforme? C'est cet aspect-là. Vous voyez, ça c'est quoi? C'est les gyrus, ou bien c'est du cortex cérébral qui est plaqué contre les os du crâne. Et il va donner cet aspect-là. Ça, cet aspect qui est représenté là par ces lignes. On appelle l'empreinte digitiforme. C'est le cortex cérébral qui est plaqué contre la boîte crânienne et il va donner cet aspect-là. Gardez bien en tête cette notion de l'empreinte digitiforme. Deuxièmement, l'échographie transfontanellaire,
c'est l'examen de première intention chez le nourrisson en cas de suspect d'hydrocéphalie avec une macrocranie. Donc, la fenêtre acoustique préférentielle et la fontanelle antérieure, elle a la plus grande volume, bien le plus grand volume. Ça va nous permettre de poser le diagnostic devant une ventriculomégalie. Ça nous fait appel à la première partie. Donc, également, on peut utiliser du Doppler pulsé ou bien du Doppler couleur pour voir la vitesse du début du LCR. Donc, deuxième examen, c'est de l'ETF, l'échographie transfontanellaire. Elle a un intérêt très important chez les nourrissons et elle va nous montrer la ventriculomégalie qui va poser le diagnostic. Troisièmement, la TDM. Donc, c'est le diagnostic positif de l'hydrocéphalie qui est possible sur un examen qui est effectué cette fois-là sans injection de produits de contraste iodé. Néanmoins, en fonction du diagnostic étiologique suspecté, une injection de produits de contraste iodé peut s'avérer nécessaire. Pourquoi? Afin de préciser la nature d'un processus occupant dans une hydrocéphalie non communicante. Non communicante, c'est une structure compressive. Parfois, peut-être, c'est une tumeur, c'est une prolifération maligne qui est en train de se proliférer et qu'elle a bouché l'aqueduc du sulcus. Là, on va se retrouver dans l'indication d'injection de produits de contraste afin de bien voir la masse et la diagnostiquer. Donc, les résultats dans la TDM, on constate une augmentation de la taille des ventricules, une hydrocéphalie qui est parfois triventriculaire. On a parlé de ça, c'est le V3 avec les deux ventricules latéraux, avec une taille presque normale du quatrième ventricule. Là, c'est si la sténose de l'aqueduc du sulcus, ou bien on a de l'hydrocéphalie tétraventriculaire, 4 cavités. C'est la disparition des sillons corticaux, c'est la résorption transpondumère, l'apparition des cornes temporales, c'est de l'hydrocéphalie qui est dite tétraventriculaire. Ça, c'est le scanner qui nous montre des ventricules qui sont massivement dilatés. C'est une hypodensité. Je vous dis que le LCR ou bien le SCS apparaît noir dans la TDM. Donc, ça va nous permettre de poser le diagnostic. Soit qu'il s'agit de hydrocéphalie triventriculaire ou bien 4 cavités, c'est la hydrocéphalie tétraventriculaire. Ça, ce sont d'autres IRM qui illustrent l'hydrocéphalie. Là, on arrive au dernier examen paraclinique, c'est de l'IRM, c'est de l'imagerie par résonance magnétique cérébrale. Elle va confirmer le scanner, elle va préciser l'étiologie. Donc, les séquences conventionnelles permettent de juger du volume ventriculaire, de définir s'il s'agit d'une hydrocéphalie communicante ou non, et de déterminer la topographie et la nature de l'obstacle. Donc, l'IRM, c'est un examen qui va nous montrer les lésions avec précision et il va nous permettre de bien visualiser de l'étiologie. Certaines séquences d'imagerie dites le flux permettent d'étudier la dynamique du LCS. Elles sont de deux types. La séquence vélosymétrique ou bien vélocimétrique qui permettent une approche quantitative du flux. Donc, ça, c'est la séquence flux qui va nous montrer la quantité du LCS qui est en train de circuler. Donc, on l'appelle la séquence vélocimétrique. Elle va nous donner une idée sur la vitesse d'écoulement du LCS. Ça, c'est de l'imagerie de l'IRM. Vous voyez que la qualité d'IRM est bien précise par rapport au TDM. Là, on va voir les lésions ou bien l'aspect en précision et on peut même voir l'étiologie. Comme indiqué dans ce cas-là, là, vous voyez ça, c'est une masse, c'est un hypersignal. Donc,
on voit un hypersignal dans la queue de cheval. Ça, c'est de l'intérêt de l'IRM médulaire. Cette imagerie de résonance magnétique, cet IRM-là, dans une coupe sagittale avec un produit de contraste qui est le gadolinium, on voit une masse qui prend bien le contraste parce qu'elle apparaît en hypersignal. Donc, le diagnostic qui a été posé là, c'est une tumeur géante au niveau de la queue de cheval qui est découverte un an après une dérivation ventriculo-cysternostomique. Donc, vous voyez là l'intérêt de l'IRM de bien poser l'étiologie ou bien le diagnostic étiologique de l'hydrocéphalie. Donc, si on récapitule les examens paracliniques, en commençant premièrement par la radiographie conventionnelle de la tête, on peut noter des empreintes digitiformes qui vont nous orienter. Si le cas de nourrisson, on peut utiliser de l'ETF, de l'échographie transfontanellaire qui va nous montrer de la macro ou bien de la ventriculomégalie. Et bien sûr, c'est le scanner. Et plus précisément, c'est le l'IRM qui va nous permettre de définir le diagnostic étiologique de cette hydrocéphalie. C'était la fin de cette deuxième partie. On a vu de la clinique et de la paraclinique. Dans la troisième partie, on va voir le traitement avec les diagnostics différentiels de l'hydrocéphalie. J'espère que la vidéo a été claire. J'espère que vous avez pris les notions importantes concernant cette affection. C'est de l'hydrocéphalie. Elle touche les trois sujets, le nourrisson, le nouveau-né et même l'agent et même adulte avec des séquelles qui sont très importantes parfois de taux de mortalité. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Merci pour votre attention et bon courage.